Bonjour Lobna, merci d'accepter l'invitation du Centre de ressources approche culture et territoire. En cette période de confinement, qui se questionne sur la continuité pédagogique mise en avant par le ministre dès le 12 mars. Et finalement, pour reprendre le titre d'une tribune initiée par Philippe Mérieux, du 23 mars, nous allons avec toi et les enseignants qui nous entourent et qui ont répondu à notre invitation nous poser la question suivante. S'agit-il d'une continuité pédagogique ou d'une rupture d'égalité? Mais avant, est-ce que tu peux te présenter, Lobna? Alors voilà, Lobna Benassine, je vis à Aix-en-Provence. J'enseigne l'anglais au Collège Vallon des Pins, dans le 15e arrondissement à Marseille, ce qu'on appelle de manière labellisée les quartiers nord. Comment tu vis cette période d'un point de vue personnel, professionnel? Comment ça se passe au quotidien? D'un point de vue personnel, ça commence à aller mieux, mais j'ai eu des petits moments de tout et donc forcément j'ai commencé à me poser des questions. Donc j'avais des petites vagues d'angoisse, mais qui ont commencé à passer. Moi, je suis originaire de Grenoble, donc ma famille elle est un peu éloignée, donc il me manque. Mais je vis avec mon compagnon, donc j'ai des conditions de vie agréables. J'ai pas à me plaindre. Donc d'un point de vue personnel, tout va bien. D'un point de vue professionnel, il faut reconnaître que c'était un peu, c'était pas la panique me concernant parce que du coup, parce que comme j'utilise pas mal l'outil numérique dans mon travail, quand j'ai l'habitude de travailler avec mes élèves, en tout cas de les faire travailler par le biais d'Internet, en tout cas par le biais de leur ordinateur, etc. Donc, j'étais pas très inquiète. Et au final, en fait, ça a été très compliqué parce qu'il a fallu que je revoie mes cours, que je revoie ma façon de travailler mes leçons. D'abord mes leçons, parce que je voulais être dans la continuité pédagogique, je voulais continuer mes cours. Donc, moi, j'étais partie dans cette optique-là, c'est-à-dire continuer mes leçons, continuer mon cours comme en classe. Et donc, j'ai fait une semaine comme ça, mais en repensant la chose de manière virtuelle. Voilà. D'accord. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu as noué des contacts avec les élèves, les parents? Comment est-ce que tu t'y es pris concrètement et de quels élèves s'agit-il? Alors moi, j'ai des élèves de 6e et de 4e cette année. J'ai surtout des élèves de 4e. J'ai trois classes de 4e et une classe de 6e. Donc, on a un outil qui s'appelle Pronote, sur lequel on peut en fait poser, donc on a un cahier de texte en ligne et on peut déposer le travail pour les élèves et eux-mêmes peuvent nous déposer des devoirs rendus. J'utilise en plus de cet outil un autre outil qui s'appelle Learning Apps. C'est un outil dans lequel en fait on peut créer nous-mêmes, les professeurs. Il y a même déjà des applications qui ont été créées, mais moi je préfère créer moi-même parce que c'est en lien avec mes cours. Des espèces de petits quiz, des exercices où les élèves peuvent jouer. En même temps, ils ont les réponses, donc ils sont pas perdus, ils sont pas laissés seuls face à un exercice compliqué. C'est un exercice qui est en lien avec une leçon qu'on aurait faite en classe. Un exemple, can, can't, par exemple, je peux, je ne peux pas, et j'apprends à faire des phrases, ou le prétérit progressif et le prétérit simple, bon bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, où je donne des phrases et ils ont les réponses, hein. Donc c'est autocorrectif, ça c'est pas mal, ça me plaît, ça les rassure en plus, et puis voilà. Et j'ai un autre outil qui s'appelle Padlet, c'est une plateforme, alors là c'est payant, c'est moi qui paye. Donc, c'est une plateforme que j'utilise où je mets des cours, où je poste des vidéos de moi ou des enregistrements de ma voix, où j'explique les consignes. Là, je n'ai pas encore fait par vidéo, mais la semaine là, avant les vacances, je vais faire par vidéo. Je fais simplement avec ma voix, surtout pour les 6e, où je poste des vidéos, des extraits de YouTube, par exemple, d'un auteur que je souhaiterais être étudié par les élèves. Et après, ils ont toute une série de questions auxquelles ils doivent répondre. Voilà. Donc ça, c'est Padlet. Les profs doivent connaître. Peut-être que tu connais aussi, Soraya, hein, parce qu'il n'y a pas que les profs qui utilisent. Voilà. Voilà. Et quelles sont les premières réactions que tu as eues des élèves? Tu me disais que tu ressentais un changement entre la première semaine et la deuxième semaine. Comment est-ce que tu as...
réaction? La première semaine, c'était beaucoup de messages, énormément de messages des élèves jusqu'à très tard le soir, où les élèves étaient quand même assez en panique de ne pas savoir déposer des travaux sur Pronote, parce qu'en fait, on ne le fait pas très souvent, hein, ça, moi, je n'ai jamais fait. Hein. Donc, même moi, j'ai dû l'apprendre. Pas que, parce que nous aussi, on a dû être formés par notre collègue, donc on a été très… et vraiment, je le dis hein, sans complaisance, mais notre direction a été super de ce côté-là, parce qu'elle a insisté sur la bienveillance, l'empathie qu'il fallait avoir. Parce que des fois, on recevait des messages, les élèves n'ont pas l'habitude de nous envoyer des messages, donc parfois, c'est des messages très spontanés, avec très peu de forme entre guillemets de politesse. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas polis, hein, mais ils n'ont pas l'habitude, quoi. Ils ne manipulent pas la messagerie. Donc des fois, ça donnait des messages un peu cocasses. Faut faire quoi? Pour donner un exemple. Donc, mais on sentait la panique et les connaissants, voilà, moi je sentais que certains étaient paniqués. Et puis d'autres étaient contents aussi d'avoir ce lien avec leurs profs. Nous, on était nombreux parce qu'on se contacte beaucoup, mes collègues et moi. Et on a été nombreux à constater que beaucoup d'élèves étaient en demande de contact plus que de devoir. Voilà. Donc, voilà. Et après, on a aussi des contacts avec les familles, les parents, les mamans aussi, avec qui on a forcément, au bout de 5 ans, on tisse des liens, on les connaît, ils nous connaissent, ils savent comment on fonctionne, donc ils nous contactent. Surtout, on les contacte. Moi, je laisse souvent mon numéro de téléphone et vraiment, je n'ai jamais eu de problème à laisser mon numéro de téléphone. Je n'ai jamais été embêtée. Voilà. Alors, je voudrais citer avec toi un extrait de la tribune dont je parlais au début, initié par Philippe Mérieux et t'inviter à réagir. Donc, cet extrait, c'est pour le ministre Blanquer et sa chaîne de commandement administratif, l'urgence, c'était de mettre tout le monde au travail, quels qu'en soient les risques. La nation apprenante se devait d'envoyer ses petits soldats sur le front de la bataille scolaire et pédagogique. Toi, en tant qu'enseignante dans un collège des quartiers populaires de Marseille, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que finalement c'est proche de la réalité que tu as pu vivre ou qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, là, j'ai lu cette tribune et j'ai trouvé beaucoup, tout était très bien. Mais c'est vrai que quand cette tribune est sortie, je me suis posé la question, je me suis dit, mais alors si on ne continue pas, nous, dans les quartiers, si on ne continue pas non plus, si on arrête la continuité pédagogique partout ailleurs, nos élèves, ils vont être encore plus en difficulté que les autres. Parce que les autres, ils vont continuer à la maison, on le sait très bien, hein, Soraya, tu le sais. Hein. Donc les autres, ils ont les bibliothèques, ils ont le truc, ils ont tous, le matériel, les parents vont vouloir. Et les nôtres, je me disais, mais comment ils vont faire? On a des parents qui auraient fait la continuité pédagogique, parce qu'on a des parents aussi qui sont vraiment motivés, aussi qui ont le niveau d'éducation, on va dire, pour suivre leurs enfants. Mais les autres, sinon on n'était pas là. Donc au départ, la tribune, elle m'a posé question de ce point de vue-là. Après, j'ai lu le texte, mais n'empêche qu'on peut se la poser. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des inégalités, bien sûr, on le sait très bien, mais que faire? On les laisse? Par contre, ce que j'apprécie, c'est de réfléchir à comment on fait la continuité dans nos quartiers, dans nos écoles et partout ailleurs, d'ailleurs, pas que dans nos écoles, parce que je vois, moi j'ai des collègues qui sont dans des lycées un peu privilégiés, il y a des élèves qui sont en rade, hein, donc il y a des parents aussi qui sont en rade et qui, par exemple, ne peuvent pas aider leurs enfants qui font des sciences physiques en première, voilà. Mais bon, c'est sûr que ce n'est pas les quartiers. Je dis juste que si on arrête la continuité pédagogique, Blanquer, franchement, j'écoute pas, quoi. Voilà, je veux dire, la maltraitance qu'on a subie depuis le début, la manière dont on a été maltraité, dont on n'a pas été entendu depuis le début de cette année, ou des propositions de loi, des choses sur les réformes de retraite, bon, n'en parlons pas. Moi, j'ai du mal à entendre de toute façon ce qu'a à nous dire le Premier ministre de l'Éducation nationale. Vraiment, pour moi, c'est pas audible, c'est inaudible. Par contre, nous, on doit être prêts pour nos élèves, surtout s'ils sont dans une inégalité. Enfin, surtout s'ils vivent l'inégalité. Du coup, ça va me permettre de te poser une autre question, parce que tu sais qu'à Acte, on est très attaché à finalement la manière dont nos métiers peuvent se transformer à l'aune de
différents collectifs aussi. Donc, tu parlais de collectifs. Est-ce que tu sens, là, malgré le confinement, justement, qu'au sein du collège où tu travailles, vous avez pu faire corps pour gagner en épaisseur au regard de l'urgence à laquelle vous êtes confrontés? Ah oui, tout à fait. Et puis, on était très mobilisés, un certain nombre d'entre nous. Et là, on a d'autres personnes qui se mobilisent aussi, mais du coup, qui sont encore plus, qui n'étaient pas vraiment dans la mobilisation des grèves, etc. Comme moi j'ai pu l'être ou d'autres de mes collègues. Mais là, on sent vraiment une colère qui monte. On sent vraiment aussi quelque chose qui, on va dire, comme tu dis, effectivement de l'ordre du collectif. C'est-à-dire que même dans la réflexion, même dans la pédagogie, même dans la manière de transmettre, même dans la manière de, je dirais, ça a l'air de rien, hein, même de communiquer avec les élèves. C'est-à-dire que là, on est vraiment tous, c'est pas que des mots, la bienveillance, gna gna gna. Non, mais vraiment, la bienveillance, c'est pas un vain mot. C'est surtout voilà, dans nos métiers où on travaille avec des adolescents qui sont sensibles, qui peuvent être parfois fragiles, qui sont dans des questionnements, dans des voilà, et quartier nord ou pas quartier nord, hein, j'entends, c'est l'adolescent même qui est dans cette position-là. Il faut vraiment être à l'écoute, essayer de comprendre. Et là, d'autant plus qu'ils sont un peu parfois laissés à eux-mêmes, selon les conditions. Donc oui, mes collègues sont mobilisés. Oui, on réfléchit à des solutions pédagogiques, on échange sur nos pratiques, on cherche des solutions et on communique avec les parents, les familles. On essaye vraiment de rester proche des familles et que les familles se sentent soutenues, voilà, qu'elles ne se sentent pas isolées. En tout cas, à mon niveau, c'est ce que j'essaye de faire et je sais que mes collègues le font à leur niveau aussi. Pour toi, justement, si tu devais réfléchir sur la manière dont cette situation d'exception a transformé ton métier, qu'est-ce que ça te ferait dire? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Moi, je trouve que c'est assez tôt, j'ai pas assez de recul. Ce que je réalise, c'est à quel point il est bon d'avoir mes élèves en face de moi. Ça, c'est certain. À quel point c'est quand même pas que d'après moi, le numérique ne remplacera pas des cours en classe parce qu'effectivement, on a des élèves en face de nous. On peut travailler, c'est-à-dire qu'on peut voir, quand on a une classe de 24, on va tout de suite, quand on est habitué d'ailleurs, surtout, on va tout de suite quand on a 3-4 élèves qui nous échappent pendant le cours. C'est-à-dire qu'on peut les rattraper. Là, c'est un peu plus compliqué, même si on appelle les familles, même si on appelle, des fois, on n'a pas de retour. Hein. Donc, je dirais que d'un point de vue, de ce point de vue-là, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait une banalisation du numérique. Je ne sais pas s'il faut dire banalisation, en tout cas, c'est pas le terme banalisation, mais qu'on développe cette pratique-là, genre des MOOC. Moi, je ne le souhaite pas, surtout avec les adolescents. Et voilà, après, comme je te le disais tout à l'heure, moi, j'utilisais déjà pas mal d'outils numériques, donc j'avais pas mal cette pratique avec les élèves, donc ils étaient déjà habitués à m'envoyer leur enregistrement audio à les charger sur le Padlet pour que je puisse les noter. Donc, on était déjà pas mal habitués, enfin, je les avais déjà pas mal habitués à ça. Donc, à part ces petits gadgets, bon, c'est pas que des gadgets, hein, mais à part ça, moi, je souhaite vraiment pas développer ça. Bon, mais j'ai pas assez de recul. Peut-être qu'avec du recul, je te dis ça aujourd'hui, il faudrait que j'ai un peu plus de recul. Qu'est-ce que cette crise qui est loin d'être sanitaire, hein, on l'a vu avec toi, bien entendu, c'est aussi une crise sociale, une crise politique, une crise pédagogique, au regard de ce que nous décrivent un certain nombre d'enseignants. Pour toi, qu'est-ce que ça révèle de l'état de l'école? Je sais que tu as été très, très actif dans les mouvements sociaux ces derniers temps. Qu'est-ce que ça révèle pour toi? Moi, j'ai envie de reprendre, je crois que tout à l'heure je l'ai dit, ça m'a échappé, mais c'est la maltraitance. Vraiment, la négligence, la maltraitance, on est maltraité, les élèves sont maltraités, surtout, franchement, forcément, ceux qui le subissent le plus, c'est dans les quartiers populaires. On le sait, depuis des années, on crie à corps et à cri contre cette non-mixité sociale. Par exemple, le fait aussi que,
particulièrement apprécié aussi dans la tribune, c'est comme si, d'une certaine façon, les professeurs allaient aussi pallier les inégalités en termes de logement, les inégalités en termes de matériel. C'est-à-dire, même si moi je vais donner des cours, je vais mettre des cours, et je vais faire tout mon possible pour que les élèves aient les cours, mais s'ils n'ont pas l'ordinateur, s'ils n'ont pas Internet, s'ils n'ont pas le téléphone, parce que ça arrive. Moi, j'ai une petite là qui n'a pas d'Internet. Ils ont le téléphone, mais il n'y a pas d'Internet. Donc là, il va y avoir effectivement des envois par la poste. Bon, voilà. Donc on nous parle du tout. Encore, on est dans le département, les élèves avaient des tablettes. Donc ça, c'était déjà pas mal. Mais il y a beaucoup de tablettes qui étaient en panne, qu'il a fallu réparer. Bon, bref. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que on met pas les moyens pour l'éducation nationale et je dis, d'une part, on met pas les moyens. Par exemple, là, je vais donner un exemple tout comme ça, mais on nous a réduit encore notre nombre d'heures pour l'année scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, en 2 ans, on a perdu 140 heures. Donc 140 heures, c'est des groupes, des classes en demi-groupe qui ne se feront plus. C'est des projets théâtre en anglais, par exemple, qui ne se feront pas. C'est des projets théâtre français qui ne se feront pas. Enfin, c'est beaucoup de choses qui ne se feront plus. Où nous, on apportait quand même au sein de l'éducation nationale et même des intervenants qui peuvent venir en dehors même du collège. Hein. Mais on a des intervenants qui peuvent venir, mais là, ça va être compliqué parce qu'il faut caser les heures. Et là, on n'en a plus. Oui, oui. Beaucoup moins. Merci Lobna. Si tu devais faire passer 1 ou 2 messages aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Tu t'adresses à tes collègues, aux enseignants, aux parents, aux élèves. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour continuer cet engagement que tu portais déjà avant le confinement et que tu continues de porter aujourd'hui? Alors moi, bon. D'un point de vue de ma pratique quand même nouvelle là, scolaire, moi du coup je ne fais plus de continuité de mes leçons. Par exemple, si je devais m'adresser à mes collègues, je ne sais pas si mes collègues seraient d'accord, mais en tout cas moi j'ai décidé de ne plus faire de continuité de mes leçons parce que c'est pas possible. Mes élèves ne comprennent pas, je suis pas en phase 2, je peux pas leur expliquer comme je fais habituellement, et en plus tout passe quasiment par l'écrit, même si je m'enregistre, c'est pas comme de les avoir en face. Donc, j'ai décidé de faire d'autres choses, de rester en contact je veux que mes élèves restent en contact avec la langue et je leur envoie des choses qui m'ont fait aimer moi l'anglais. C'est-à-dire que je leur envoie des chansons à apprendre par cœur, qu'ils doivent vraiment apprendre à bien prononcer. Puis ils doivent m'envoyer, après ils s'enregistrent et ils m'envoient leurs enregistrements. Donc, j'aurais donné mon adresse mail perso. Comme ça, ils comprennent que personne ne va l'entendre à part moi. Donc, ensuite, la deuxième chose, c'est je choisis des chansons qui me plaisent et que j'imagine qu'ils pourraient leur plaire quand même un petit peu. D'accord. Voilà, j'essaye de… Genre, oui. Quelle chanson tu leur envoies? Alors, les 6e, j'ai envoyé une chanson tirée du film Chantons sous la pluie, Good Morning, parce qu'ils ont vu le film et qu'ils ont aimé. Et du coup, on a pu revoir tout le vocabulaire de rainbow, de l'arc-en-ciel, du jour, de la nuit, de parler, de papoter, etc. Donc, comme ça, ils ont le vocabulaire. Et les 4e, je leur ai mis une chanson qui s'appelle Lean on Me de Bill Withers, avec un vocabulaire sur l'amitié, se soutenir, se serrer les coudes, s'aider les uns les autres, etc. La semaine prochaine, ils en auront une autre à apprendre. Mais l'idée, c'est que ce soit léger, qu'ils soient en contact avec la langue, mais pas de manière… je trouve bien aussi dans la pétition, dans ce qu'a pensé M. Philippe Mérieux, c'est pas d'injonction. C'est-à-dire que par contre, je leur demande de s'enregistrer, de m'envoyer, parce que comme ça, ils le font. Et peut-être que leurs parents le feront avec eux, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est de continuer à être en contact avec la langue, avec l'apprentissage, mais de manière plus douce, d'après moi.
Voilà. Comme moi, j'ai aimé l'anglais. Après, concernant les autres qui ne sont pas profs ou les parents, etc., ben, il faut soutenir l'éducation nationale. Ça parce que je suis prof, mais n'empêche qu'on se rend compte que quand même c'est important et que si on réduit de plus en plus les moyens, ça va être de plus en plus difficile de faire notre métier. Que nous, on a tous, la plupart d'entre nous, dire tous, mais la plupart d'entre nous, on a vraiment à cœur de bien faire notre travail. Et c'est pour ça que je pense que les élèves ont été inondés de travail, parce que les collègues, ils craignaient, moi la première, moi aussi j'ai dû inonder les élèves de travail. On craignait que les élèves n'aient pas de travail, on craignait que voilà, ils se sentent abandonnés, ce qui n'était pas le cas. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Une dernière chose, Soraya, quand même. Big up aux familles des quartiers nord. C'est pas, mais vraiment, moi, j'ai les mamans, bon, je dis les mamans, c'est beaucoup plus les mamans, mais il y a des papas aussi, mais beaucoup les mamans qui sont extraordinaires, qui bossent, qui cherchent, qui réfléchissent, qui s'aident entre elles. Il y a des mamans, par exemple, nous, on a des parents délégués, des mamans élues, elles impriment pour les copains, les copines, des élèves, elles s'appellent, ils se répondent. Il y a une maman, elle était désespérée parce qu'elle n'avait pas d'ordinateur à la maison. Donc, elle s'est débrouillée comme elle a pu pour trouver les devoirs, pour qu'on lui envoie par téléphone. Bon, vraiment, certes, il y a de l'inégalité. C'est vrai, il y a des inégalités, mais vraiment, les mamans, elles ont beaucoup tenu à dire que elles avaient envie d'aider leurs enfants comme elles pouvaient, avec les moyens qu'elles pouvaient, mais elles sont à fond, quoi. Voilà, c'était juste pour dire. Merci beaucoup, Yomna. Merci, à très bientôt.